Avant de commencer ma présentation, je vais me présenter très très rapidement. Donc, je m'appelle Olivier Jourdan, je suis LabVIEW Champion, LabVIEW architecte. Ça fait 20 ans que je fais du LabVIEW. Il y a 2 ans, j'ai créé ma société Wovalab, qui est NI Partner, qui est TQMH Trusted Advisor, et qui est là pour aider toute personne, toute équipe qui aurait besoin d'aide pour ces projets en LabVIEW. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous savez me joindre sur LinkedIn ou sur mon site web. Donc, le sujet aujourd'hui sur lequel je veux partager un bout de discussion, c'est Antidoc. Et Antidoc, c'est un projet que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an et qui me tient à cœur et qui est basé sur le besoin de rédiger la documentation de nos projets. Alors, ma présentation se divisera en 5 parties. Premièrement, l'introduction du contexte, les objectifs d'Antidoc, ce qu'on obtient avec Antidoc actuellement, comment fonctionne Antidoc, et enfin, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont dans le pipe pour les mois qui viennent. Alors, écriture de la documentation. J'imagine que c'est un sujet qui est toujours mis en avant à un moment donné dans vos développements. Pourquoi on écrit de la documentation? Pourquoi on écrit la documentation d'un projet? Et là, je parle de la documentation du code. Je pense que le premier point et la première raison qui nous pousse à écrire cette documentation, c'est d'aider à la compréhension du code pour pouvoir le maintenir, pour pouvoir intégrer de nouveaux membres dans l'équipe de développement, aussi pour pouvoir partager des informations, pour pouvoir discuter avec des personnes qui ne sont pas dans l'équipe de développement, qui ne sont potentiellement pas des développeurs aguerris. Et puis, on a aussi souvent des besoins normatifs qui, entre guillemets, obligent à écrire une documentation quand on fait du code. Et puis, on a aussi souvent les clients qui ne veulent pas avoir que du code, qui veulent avoir du code et de la documentation pour pouvoir maintenir, etc., etc. On en revient toujours aux mêmes besoins. Qu'est-ce qui se passe habituellement quand on parle de documentation? Si elle existe, en général, cette documentation, elle ne va pas être à jour avec la dernière version du code. Pourquoi? Parce que écrire la documentation, ce n'est pas la priorité en général. Écrire une documentation, ce n'est pas simple. On se rend vite compte que expliquer ce qu'on a fait avec LabVIEW, avec des mots, avec des schémas, ça peut prendre du temps, ça peut demander de la réflexion. Et puis, bien sûr, comme on adore faire ça, c'est toujours la tâche qu'on fait en premier, avant de développer, avant de corriger nos bugs, avant de livrer l'application à notre client. Non, vraiment, c'est pas ce qu'on aime faire. Word, c'est pas l'outil qu'on utilise plus, qu'on aime le plus utiliser au quotidien. Pour autant, il y a un point qui est vraiment important, c'est qu'une documentation qui n'est pas à jour, c'est souvent bien pire qu'une absence de documentation. Donc, pour répondre à cette problématique, il y a 1 an et demi, bientôt, j'ai commencé à travailler sur ce projet Antidoc. Les objectifs principaux d'Antidoc étaient les suivants. Générer une documentation du code source d'un projet LabVIEW automatiquement. C'est-à-dire ne pas avoir à écrire la documentation. Je crois que c'est l'objectif principal d'Antidoc. Le deuxième, c'était de récupérer un maximum d'informations disponibles dans LabVIEW. Alors, de l'information, il y a de l'information qui est explicite, tout ce qu'on met dans les descriptions de projets, de classes, de lib, de VI. Et puis, il y a de l'information qui est implicite. C'est comment communiquent les différentes parties de mon code, les différents composants, les différents modules, les différents process, etc. Et puis, au final, le troisième objectif, c'était d'obtenir un document final dans un format standard. Standard parce que je ne sais pas comment va être utilisée la doc. Est-ce qu'elle va être imprimée? Est-ce qu'elle va être intégrée dans
dans un Jira, dans un GitLab, dans un GitHub, sur un site web, dans un wiki, etc. Donc, il fallait pouvoir sortir à différents types de formats de documentation qui puissent convenir à un maximum de personnes. J'avais également des objectifs pour les premières versions d'Antidoc. Et ces objectifs-là, c'était de valider le process de génération du document final. Et le deuxième, c'était de valider que la documentation qui était générée était réellement utile. Alors pourquoi je dis ça? Moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à développer avec LabVIEW, il y avait déjà des petits outils qui existaient pour générer de la documentation. Ça générait des documents Word ou de l'HTML. Et puis en fait, ça listait les VI qui étaient dans le projet avec leur description. Je ne pense pas que ce soit une documentation très utile. On ne va pas s'y référer pour comprendre le code. Donc voilà, c'était un objectif, c'était aller plus loin que cette documentation entre guillemets classique et simple à obtenir. Alors, qu'est-ce qu'on obtient avec Antidoc? Donc avec la dernière version d'Antidoc, qui est la version 1.1. Avant de vous montrer vraiment ce qu'on obtient, je voulais refaire une petite introduction sur ce que j'entends par récupérer de l'information qui donne de la valeur. Je vais parler d'information implicite, et cette information implicite, forcément, elle nécessite d'analyser le code. Récupérer la description d'un VI, voilà, on sait récupérer le VI, on sait récupérer la description, c'est simple. Comprendre que telle partie du code communique avec telle autre partie de code, c'est plus compliqué, ça demande de l'analyse. Et cette information, elle apporte vraiment beaucoup de valeur. Actuellement, Antidoc ne supporte que l'analyse du DQMH, du framework DQMH. Parce que pour pouvoir faire cette analyse de code, forcément, il faut être dans un contexte connu. Donc, il faut connaître le framework qui a été utilisé pour développer. Donc, actuellement, Antidoc sait faire l'analyse du framework DQMH parce que c'est l'outil qui est utilisé à Bovalab au quotidien. Donc, forcément aussi, cette application, cet outil Antidoc, je l'ai développé au départ pour qu'il soit utile pour mes projets. Mais voilà, dans le futur, peut-être qu'on supportera d'autres frameworks. Alors, comment ça se passe? On peut générer la documentation via LabVIEW. Alors déjà, on installe Antidoc avec VIPM, ça prend 2 minutes. Et ça installe un outil dans le menu Tools de LabVIEW. Et quand vous sélectionnez cet outil, vous obtenez l'interface qu'il y a sur la droite. Et là, il vous suffit juste de définir le projet sur lequel vous voulez générer la doc. Ajouter un titre à votre document, ajouter le nom de l'auteur, son email, c'est facultatif ça. Vous avez quelques options, vous pouvez dire est-ce que je veux scanner les dépendances ou pas. Et puis vous cliquez sur le bouton Generate Documentation. Donc vous voyez, je dirais en 3 clics, vous allez générer la documentation. Alors après un petit temps d'analyse et de génération, qui dépend de la taille du projet, vous obtenez un fichier que vous allez pouvoir ouvrir avec un navigateur comme Chrome, Opera ou Firefox, et avec l'extension ASCII-Doctor.js Live Preview. Et ça va vous permettre d'obtenir le document suivant. Donc vous obtenez un document HTML. Ici, ce que je vais vous présenter, c'est la documentation du projet qui est fourni en exemple avec le DQMH. C'est un projet qui a 3-4 modules qui fait voilà, acquisition, affichage et log dans un fichier. Donc vous obtenez un fichier HTML voilà, qui a quand même un certain nombre d'informations. Alors, vous avez des descriptions de VI qui sont juste les VI publics des librairies, les requêtes des modules DQMH. Vous avez des tables. Dans ces tables, vous avez aussi des graphes. Dans les tables et un peu partout dans le document, vous avez des liens internes au document qui vous permettent de naviguer dans le document. Ça, c'est assez pratique quand vous avez des documents qui commencent à être un peu gros. La table des matières, d'ailleurs, aussi
fonctionnel de la même manière. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir l'information qui va être intéressante pour les développeurs, pour maintenir, pour intégrer une nouvelle personne dans l'équipe. Et si je prends cette information au niveau de ce qui est décrit au niveau des modules des QMH, on va pouvoir avoir une première chose qui est la liste des modules avec les modules qui sont singletons, les modules qui sont clonables. Donc ici, c'est un projet qui est assez simple, il n'y a que des modules singletons. Et en dessous de cette table, vous avez un graphe qui représente l'ensemble des interactions entre les modules. Donc, vous avez les 4 modules et vous voyez que ce module-là fait des requêtes vers ce module-là, que le module acquisition génère des données qui sont écoutées par le module CML UI, etc., etc. Donc, vous avez une vue vraiment au niveau de l'application. Et puis, si vous voulez aller voir les informations qui sont vraiment relatives à un module spécifique, je vais prendre l'acquisition par exemple, je clique ici et je suis amené sur la section du module en particulier. Et là, vous allez retrouver le type du module, la responsabilité qui est à quoi sert ce module. Et ça, c'est une information qui est prise dans la description du point LVlib qui représente ce module. Vous avez un petit graphe qui vous dit qui appelle la fonction démarre start module, qui appelle le stop module. Et puis, vous avez une reprise en plus précis des interactions entre ce module uniquement et le reste de l'application. Donc, vous allez voir les requêtes de ce module qui sont appelées par d'autres modules ou d'autres VI, les broadcasts, donc les datas qui sont générées et qui peuvent être écoutées par n'importe qui les écoute. Et inversement, ce module, quelle requête il utilise de quel module. Donc, par exemple, on voit ici que acquisition fait une requête sur logger. Acquisition fait une requête sur le module settings editor. Et il écoute également un broadcast qui vient de settings editor. Donc, cette vue-là que vous avez ici, que vous avez dans le graphe principal, à aucun endroit dans la view, vous pouvez la voir. Donc déjà, voilà, Antidoc génère ce genre de vue qui est vraiment intéressante. Deuxième aspect intéressant pour un module donné, si je reviens sur acquisition, vous allez avoir 4 tables après le graphe qui vont vous décrire beaucoup plus précisément l'ensemble des requêtes. Parce qu'ici, une flèche peut représenter plusieurs requêtes. Vous allez pouvoir ici voir spécifiquement quel module et quel VI de quel module, ou de quel lib, quelle partie du code appelle telle requête. Quel VI est abonné à quel broadcast précisément. Et pareil pour les requêtes qui sont utilisées par le module et les broadcasts qui sont écoutés par ce module. Voilà. Donc, avec ce type de document, pour moi, on valide le fait que si on a une application qui utilise le framework des QMH pour l'instant, on récupère de l'information vraiment utile et de l'information qu'on n'a pas directement quand on regarde le code LabVIEW. Donc ça nous permet de quoi? Ça nous permet d'intégrer très facilement un nouveau membre dans l'équipe de développement parce qu'on va pouvoir lui expliquer l'ensemble du fonctionnement de l'application. On va pouvoir lui dire, toi, tu vas travailler sur tel module. Regarde, voilà les interactions qu'il y a. Toi, tu vas rajouter ça. Ça peut aussi nous permettre de mener des revues de design parce que tous ces graphes sont faits de manière automatique. Donc, si on a fait une erreur, on va le voir apparaître dans le graphe. Donc, c'est vraiment intéressant aussi à ce niveau-là. Donc, ça, c'était... On obtenait le document via LabVIEW. Mais je vous ai dit en introduction qu'il n'y avait rien de pire qu'un document qui n'était pas à jour. Eh bien, rien de tel pour avoir un document à jour que d'associer la génération de ce document à vos processus d'intégration continue. Donc, pour ceux qui ne sont pas très au fait de l'intégration continue, en gros, c'est automatiser la génération d'exécutables,
le déroulement de tests unitaires, le passage du BI Analyzer et pourquoi pas la génération de docs à l'aide d'un petit outil complémentaire à Antidoc qui est Antidoc CLI Tool que vous pouvez installer et qui vous permet en fait d'appeler Antidoc, donc l'interface qu'on a vue précédemment, via la ligne de commande et donc au sein de votre processus d'intégration continue. Vous avez un exemple complet de configuration de l'appel d'Antidoc dans une intégration continue faite avec GitLab dans ce projet. Bien sûr, je fournirai les liens et la présentation après le luge. Donc voilà, vous pouvez trouver un exemple. Olivier? Oui. Il y a une petite question là, je te la pose tout de suite. Est-ce que Antidoc utilise un outil spécial pour créer des graphiques, enfin les graphiques, ou est-ce aussi possible de l'utiliser, d'utiliser un outil comme Plante UML? Alors, très bonne question. Je vais y répondre un peu plus tard quand je vais expliquer comment fonctionne Antidoc. D'accord? Si j'oublie, tu me reping pour me dire tu n'as pas répondu à la question. OK? Allez, je note. Tu notes, tu n'oublies pas. Alors, quel format de sortie on peut avoir? De l'HTML5, c'est ce que je vous ai montré précédemment, du PDF, du EPUB et du DocBook. Alors, le EPUB, le DocBook, je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai jamais fait. Par contre, PDF et HTML5 sont vraiment deux formats qui ont des différences et permettent de répondre à des problématiques vraiment différentes. Alors, PDF, je vais vouloir imprimer et le HTML5, je vais pouvoir le fournir dans une interface, etc. L'HTML5, on va pouvoir bien sûr le customiser via du CSS, mais le PDF, on peut également le customiser. Et je vais vous montrer la même documentation qu'on a vue précédemment en HTML, mais en PDF, customisée aux couleurs de WowaLab. Donc, vous voyez que ici, je vais avoir un document PDF donc, qui reprend exactement les mêmes données, les mêmes graphes, sauf que, alors, bien sûr, avec une table des matières qui fonctionne de la même manière, hein, des liens pareils qui fonctionnent. Mais voilà, la police, c'est la police de la charte graphique de WowaLab, à la couleur également. J'ai le petit icône dans le header, dans l'entête de page, dans le pied de page. Voilà, je peux mettre un peu ce que je veux. Donc, je vais pouvoir vraiment customiser la sortie et obtenir comme ça un document qui, pour moi, honnêtement, j'ai fait beaucoup de documents Word dans ma carrière. Celui-là, je n'ai pas honte de ce document-là. Et pourtant, je n'ai pas écrit un seul mot dans Word. Donc, c'est assez sympathique. On a vu des exemples sur un petit projet. Je vous montre quelques exemples d'autres utilisateurs d'Antidoc que j'ai pu glaner ici ou là. Là, ici, par exemple, alors c'est volontairement illisible, on va dire, en termes de nom, hein, pour garder la confidentialité. Mais c'est pour vous montrer que là, on a un graphe. Donc ça, c'est le graphe qui représente l'ensemble des connexions de l'ensemble des modules d'un projet. On a un graphe conséquent qui est généré. On a ici aussi un autre exemple, donc avec, pareil, le graphe au milieu de l'ensemble des modules. Donc là, c'est un projet qui a plus d'une quarantaine de modules. Donc, vous pouvez voir déjà qu'il y a certains modules qui sont centraux, rien que le fait d'avoir des flèches qui vont partir du module ou arriver au module. Et puis, je vous ai mis quelques extraits de pages où, pour un module spécifique, voilà, on peut voir vraiment de l'information détaillée. Et tous ces graphes-là, j'imagine que vous vous rendez compte que les maintenir à jour classiquement, manuellement, en éditant soi-même le projet, c'est juste impossible.
Donc, c'est vraiment une documentation qui, pour moi, apporte une valeur ajoutée au développement et qui ne vous prend pas de temps à partir du moment où vous avez l'intégration continue ou que vous le générez via la view. Alors, comment ça fonctionne? Il y avait un challenge, c'était trouver le moyen de générer facilement les différents fichiers de sortie, donc on va dire le HTML et le PDF, de manière qualitative, que ce soit quelque chose qu'on puisse présenter à un client, à des collègues, à son chef, etc. Et sans pour autant que ça nous prenne tout notre temps en termes de développement. On voulait concentrer les efforts de développement sur la récupération du contenu pour avoir une documentation vraiment intéressante. La solution, ça a été d'écrire un simple document texte. Ce document texte, il est écrit en utilisant la syntaxe ASCII-doc. Et puis, une fois qu'on a ce document, on va utiliser les outils fournis par ASCII Doctor pour faire la conversion de ce document texte qui est lisible, mais par exemple, qui ne va pas afficher les diagrammes, qui ne va pas afficher les images, et puis qui reste, somme toute, très, très basique. On va l'utiliser, donc on va utiliser ASCII Doctor pour générer le PDF, le HTML. Si on regarde en image un peu comment ça se passe, Antidoc intervient dans la view, on l'a vu. On peut trigger la génération du document soit par l'interface, soit par la ligne de commande. Et Antidoc va prendre le projet, il va le parser, récupérer l'information, il va générer un fichier intermédiaire au format ASCII-doc, à la syntaxe ASCII-doc. Donc, c'est une extension ad hoc. Et puis après, on a deux solutions. La solution la plus simple, la plus rapide, c'est d'utiliser Chrome, Opera ou Firefox avec la petite extension qui va vous permettre d'obtenir une preview en live et en HTML de votre document ad hoc, ou d'utiliser l'ensemble de la toolchain pour générer le format, le fichier souhaité. Et là, je réponds à ta question, enfin à la question qui a été posée par rapport à PlantUML. Et alors, ASCII-doc a le gros ASCII-doc et donc, la syntaxe ASCII-doc permet d'intégrer d'autres markup formats tels PlantUML, tels GraphViz, tels d'autres langages. Et la toolchain ASCII Doctor permet de générer le graphe au moment où il génère le HTML, au moment où il génère le PDF. Donc, on peut intégrer du PlantUML, donc on peut intégrer différents types de langages texte qui génèrent de l'image ou qui génèrent du contenu. Si je n'ai pas répondu à la question, Luc, n'hésite pas à revenir, à réintervenir. Antidoc repose sur des projets open source. ASCII Doctor, en tout premier lieu, est un projet open source. Et puis, on a 3 autres toolkits qui sont utilisés, qui sont des toolkits LabVIEW. Le premier, c'est ASCII Doc Toolkit for LabVIEW, qui est un toolkit qui permet de générer cette syntaxe ASCII Doc. Graph Builder, merci Cyril, je suis content que tu sois là, ça me permet de te remercier pour cet outil-là, donc qui permet de générer une chaîne texte pour avoir les fameux graphes que je vous ai montrés et qui est au format GraphViz. Et le troisième toolkit LabVIEW que j'utilise, c'est le GCLI qui permet de créer le tools pour la ligne de commande. Donc ça fait que Antidoc repose sur des projets open source et que Antidoc est également open source. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez accès au code. Si vous êtes curieux, vous pouvez y aller. Vous pouvez forker ou cloner le projet pour intégrer vos propres fonctionnalités. Et vous pouvez aider le projet Antidoc aussi également en reportant des problèmes, en partageant des idées d'amélioration, en contribuant au code ou à la documentation. Voilà, ce sera avec un grand plaisir qu'on accueille toutes les contributions.
Et la première contribution que vous pouvez faire si vous êtes utilisateur d'Antidoc et que vous aimez l'outil, c'est de mettre une étoile dans VIPM ou sur le projet dans GitLab. Ça fait toujours plaisir à l'ensemble des contributeurs du projet. Et je dis l'ensemble des contributeurs du projet parce que j'en profite pour remercier au passage toutes les personnes qui ont pu contribuer au projet d'assez près. Donc Bertrand, Cyril, Fabiola, York et Tatiana. Voilà, c'est vraiment un projet où il y a eu des contributions de plusieurs personnes et ça, c'est assez sympa. Pour ma part, j'en suis très content. Dernier point, nouveauté à venir. Alors, le projet est toujours en cours de développement. Hein, il y a plein d'idées. La première, et c'est lié à Plante UML, c'est générer les diagrammes de classe UML. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait l'analyse du projet sous l'angle du DQMH. Moi, personnellement, mes projets DQMH ont tous des classes, en leur sein. Et avoir l'analyse du DQMH plus le diagramme des classes utilisées, ça serait excellent. C'est du work in progress. J'espère vraiment que la prochaine version d'Antidoc sera en mesure de générer le type de graphe que vous voyez là, qui est un graphe qui est généré par les premiers travaux sur lesquels on est actuellement dans la future version. Donc ça, c'est vraiment pour moi la fonctionnalité phare de la prochaine version. Maintenant que c'est dit, je suis obligé de la mettre. On veut, je dis on veut, j'ai eu des retours du support d'autres frameworks, notamment l'Actor Framework, le GK State Machine, Object, etc. etc. Et encore plein d'idées comme améliorer l'analyse du DQMH, filtrer les éléments à ne pas documenter. Bah oui, peut-être que j'ai un module que je ne souhaite pas documenter, une classe que je ne souhaite pas documenter, etc. Supporter les projets qui contiennent plusieurs cibles. Proposer des documents de sortie en plusieurs langues. Actuellement, le document sorti il est en anglais. Etc., etc. Il y a plein de bonnes idées qui sont déjà postées sur le projet GitLab. Donc voilà, il y aura encore d'autres versions après la 1.1. Est-ce qu'on a le temps? Oui, 17h45, je vais prendre le temps de vous montrer un petit coup d'œil au dernier développement. Qu'est-ce que, à partir des derniers développements qu'on a, qu'est-ce qu'on obtient? Donc déjà, petite amélioration en termes de navigation. La table des matières se situe maintenant à gauche et est visible à n'importe quel moment pendant que vous visualisez le document. Il faut savoir qu'il y a des documents qui peuvent faire. Donc j'ai eu un retour de quelqu'un qui a généré un document de 1500 pages. Donc la table des matières est assez intéressante quand on a un document de 1500 pages et l'avoir visible tout le temps, c'est pas mal. Vous pouvez voir sur la table des matières qu'ici on a un projet qui est multi-target. Donc j'ai My Computer et puis j'ai un ITPC 2206, je sais pas, un écran, je crois, c'est un vieux truc. Mais l'idée c'est ici de voir que j'ai deux targets, elles sont toutes les deux documentées. Et autre chose en plus, on a tout ce qui est custom error. C'est-à-dire que par exemple sur le DQMH framework, on a un moyen d'ajouter des custom errors qui est bien documenté. Et si on suit la manière de faire, on aura la liste des erreurs qui sont contenues dans le projet, soit pour l'ensemble de la target, soit pour chaque module. Si je prends Acquisition, j'ai un tableau en plus, une section en plus qui me liste les erreurs de ce module-là. Voilà. Quelques ressources. Vous téléchargez Antidoc, le website d'Antidoc, le projet GitLab, quelques vidéos YouTube pour retomber sur comment utiliser les basiques pour utiliser Antidoc.
Et puis, j'ai fait le tour de ma présentation. Donc je vous remercie de votre attention. Il reste 13 minutes, Olivier, donc tu es 12-13 minutes, donc tu es tranquille. Je te pose les questions que j'ai relevées dans le fil de discussion. Bien sûr. Alors déjà, beaucoup de compliments pour dire que c'est très bien. Alors moins que pour la présentation précédente, hein, beaucoup moins. Mais bon, quand même, quelques-uns te disent que c'est très bien, que c'est très beau. Bon, certains relèvent que t'as pas fait grand-chose, mais bon, je dirais pas qui relève ça. Est-ce que tu as prévu de faire quelque chose pour Teststand? C'était une première question. Alors, éventuellement, vu que Cyril est là, typiquement, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis super content. C'est que moi, Teststand, je connais pas. Enfin, je connais pas. Si, je connais, mais je n'utilise pas et je suis loin d'être un spécialiste. C'est un outil de NI. Oui, je sais. Oui. Cyril qui est là, si tu peux lui donner la parole. On a eu des discussions là-dessus et je pense que ça peut être intéressant qu'il nous parle de ce qu'il aimerait faire avec Antidoc et Teststand pour qu'il donne un point de vue et puis si jamais il y a d'autres personnes qui sont intéressées, qu'ils sachent potentiellement quelle fonctionnalité liée à Teststand serait implémentée dans une future version. Alors, Cyril, si tu veux prendre la parole, moi, je peux pas lui donner directement parce que c'est Nicolas qui a configuré le truc. Mais lui, il peut, en cliquant, en ouvrant son micro, tout simplement. C'est ça, c'est ouvert. Suite à l'abandon de NXG, en fait, j'ai peur qu'ils abandonnent Teststand aussi, donc j'ai décidé d'arrêter ce projet. Voilà. Je déconne, hein. J'ai entendu ça. Je déconne. Non, il y a un petit flottement quand même. Hein. Oui, j'ai senti le malaise. L'idée derrière ça, oui, effectivement, j'utilise en ce moment Teststand et DQMH dans un projet Teststand. Donc, on a déjà la partie DQMH qui est fournie par Olivier. Reste toujours la grosse question qu'on a avec Teststand, c'est mais quelle séquence dans tout mon écosystème de test utilise mon VI et puis si on utilise des QMH, quelle séquence utilise telle requête, par exemple. Donc l'idée, ce serait de faire un tool qui part non pas d'un projet LabVIEW, mais qui part d'un workspace Teststand, qui vient récupérer toutes les séquences qui sont intégrées dans les différents projets qui constituent le workspace et parcourir toutes les séquences pour retrouver les VI de manière générique qui sont utilisés dans chacune des séquences. Donc jusque-là, il n'y a rien de fou. Mais si le VI est un VI qui appartient à une librairie des QMH, eh bien de pouvoir également non plus montrer quel des QMH modules fait appel à telle requête d'un autre module, mais bien remplacer ça par quelle séquence Teststand, quelle sous-séquence Teststand fait appel à telle requête de tel module, et ainsi créer un graphe comme on a aujourd'hui dans Antidoc, mais qui n'est pas un graphe intermodule, mais qui serait un graphe de séquence vers module. Voilà. C'est pas mal ambitieux, c'est en cours. J'ai pas de date de livraison pour ça, bien occupé, mais c'est en cours. Il y a déjà des premières choses qui sont fonctionnelles, dont certains listings, etc. Donc j'espère que peut-être courant 2021, j'aurai quelque chose à proposer. D'accord. Je rajoute juste que cette présentation là, que j'ai faite aujourd'hui, je l'ai eu l'occasion de la faire il y a 1 ou 2 semaines pour un user group espagnol et qu'en fin de présentation, j'ai eu la même question. Quid de Teststand? Est-ce que Antidoc pourrait apporter de la documentation dans Teststand? Donc, il y a d'autres utilisateurs qui sont intéressés par ça et qui contribueront peut-être, qui j'espère pourront aider Cyril dans le développement de la partie vraiment Teststand. Ce qui est la partie Antidoc, bien sûr, moi je vais aider, je vais mettre la main à la pâte, mais voilà, sur la partie Teststand, j'ai pas les compétences pour. Ok, merci pour la blague sur la fin de Teststand. Est-ce que tu as prévu de faire la Antidoc pour NXG?
Non, celle-là, elle n'est pas retenue. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, le correcteur d'orthographe demandé par Sébastien. As-tu prévu d'intégrer un correcteur d'orthographe? Alors, ça a déjà été répondu dans le chat que c'était pas prévu et que si ça l'intéressait, il fallait qu'il en fasse une demande. Oui, mais par contre, mais je poserai juste la question, mais correcteur d'orthographe de quoi? S'il y a des erreurs dans ce qui est écrit, ça vient de deux endroits possibles. Soit du code de Antidoc et de ce qui est ajouté de manière statique par le code. Auquel cas, là, s'il y a des fautes qui ont été vues, bah, la première chose à faire, c'est de créer une issue dans GitLab pour les remonter et elles seront corrigées. Et deuxièmement, les erreurs et les fautes d'orthographe qui peuvent être intégrées dans la doc viennent des descriptions, du contenu des descriptions, des VI, des LVlib, des LVClass du projet. Donc, c'est hors scope Antidoc, à mon avis. Le correcteur d'orthographe tel que je l'entends par là. Donc, Sébastien, n'hésite pas à compléter ta remarque. Et si ça vient de... Cyril lui avait déjà fait une réponse équivalente. Je vois pas le chat. Donc, non, en plus dans le chat, et effectivement, il parlait des erreurs humaines, scope des QMH selon Cyril. Mickaël avec une petite boutade en demandant si tu avais prévu de la documentation pour Python, mais ça, j'imagine, ça c'est Mickaël. Merci Mickaël. Une question de Charles. Est-il possible d'adapter Antidoc facilement à d'autres frameworks, éventuellement des frameworks spécifiques? Et la deuxième question est, est-ce une priorité pour Olivier d'aller vers d'autres frameworks? Alors, ma priorité dans les développements, forcément, elle est liée aussi au business de Wovalab. Utilisant DQMH et les classes, vous avez remarqué que c'est les premières fonctionnalités que j'ai intégrées et que je vais continuer à intégrer. Après, en termes de développement d'autres frameworks, je pense que j'espère en 2021 pouvoir travailler, alors quand je dis moi, avec l'aide d'autres personnes sur des frameworks publics. Pour ce qui est des frameworks privés, on va dire, qui sont liés à des sociétés, à des individus, le code est libre, donc vous pouvez par vous-même développer. J'aurais tendance à dire que c'est facile, que ça a été bien codé, mais je ne suis pas sûr d'être objectif. Et puis, si dans ce genre de... genre de développement sur des frameworks qui ne sont pas publics, forcément, ce ne sera pas intégré à Antidoc version publique. Par contre, s'il y a des besoins, s'il y a des difficultés à le faire, Wovalab reste une compagnie à but lucratif qui est prêt à faire de la prestation de service sur ce genre de demande. Et c'est un bon moyen pour les projets open source de vivre, puisque tous ces développements, vous avez bien compris qu'ils ont été payés par personne. C'est dû, c'est vraiment c'est de l'open source. Donc pour le moment, il n'y a pas de c'est juste du temps entre guillemets libre ou pris sur d'autres choses. Tout don est bienvenu cependant. Hein. Je peux vous donner mon spécimen de chèque. Tout don est bienvenu. Je partagerai avec Olivier. Mais déjà que le projet soit utile. Moi, il y a 1 an et demi, je ne savais pas faire un projet. Je n'avais jamais travaillé sur un. Au bout d'1 an et demi, j'ai travaillé, là, si je parle un peu personnellement, j'ai travaillé sur un projet open source qui a un certain nombre d'utilisateurs, pas énormément, mais les utilisateurs ont l'air d'être plutôt contents. Voilà, quand j'ai des retours de personnes qui me disent qu'ils ont généré une code de 1500 pages et qui sont très contents d'avoir le graphe, même si sur les 1500 pages, finalement, il n'y a peut-être que 3 graphes qui vont les intéresser, c'est déjà un succès. Maintenant, voilà, si Antidoc a plus d'ambition que ça, il faudra forcément qu'à un moment donné, trouve un moyen, les personnes qui contribuent trouvent un moyen de le faire vivre d'une manière ou d'une autre.
Merci pour la réponse. Charles a répondu. Merci, c'est très clair. Il y avait Loïc qui avait posé une question à peu près similaire. Alors, il nous reste 2 minutes. Il y a donc Ouais, Loïc, mais Jean Castex, il peut attendre. oui, de toute façon, Moi, on va être confinés. Alors, voilà, on a spoilé. Voilà, il y aura un couvre-feu. Merci. Vous pouvez rester. Non, mais il y avait Loïc qui avait une question un peu similaire sur la customisation personnalisée. Alors, je retrouve plus sa question. Ah, si. Sera-t-il possible d'ajouter de nouveaux frameworks pour que chacun puisse customiser et dériver l'outil? Mais je pense que tu viens de répondre. Oui. Après, il y avait eu pas mal de compliments, effectivement. Fabiola précisait que ça rendait l'intégration plus simple du DQMH et que cette documentation facilitait vraiment l'intégration des nouveaux développeurs. Et il y avait une question dans la documentation que tu exposais. Un projet, un code source est souvent lié à une version logicielle, c'est-à-dire chaque logiciel a une version, donc quelque part chaque documentation qui s'appuie sur un source a une version. Quand cette documentation est gérée, est-ce qu'on voit les versions des LVlib ou du code source? Alors, je ne sais pas qui a posé la question, mais je le remercie chaudement. Si je regarde, donc là, je suis sur le projet GitLab, hein, donc qui est accessible par tous, hein, c'est un projet public. Hein. C'est ici que vous allez pouvoir rajouter des issues et voir les différents développements et avoir des échanges dessus. Et si je regarde l'issue sur laquelle je suis en train de travailler, c'est en fait ajouter la version et oula, c'est pas ce que je voulais faire. La version du commit et le tag s'il existe, avec lequel la documentation a été générée. En gros, je vais rajouter 2 entrées, commit et tag, et on rajoute cette information, normalement, devrait être visible dans... alors, je vais revenir juste sur... ça sera visible en dessous du nom de l'auteur et de son email, et pareil pour la version PDF. Donc là, on aura le commit et le tag s'il y en a une. Alors, la personne qui a posé la question me demande de préciser, c'est pas la version d'Antidoc, c'est la version non, c'est la version, d'accord, hein. C'est la version du code source à partir duquel la documentation a été générée. C'est ça. Et voilà, du coup, si toutes les LVlib ont des versions, par exemple, on a les versions du source et de toutes les LVlib dans... Tu auras la version de la révision de ton projet qui a généré ça. Ça vient plus de ton outil de versionning. Alors, SVN ou Git. Il y a Cyril qui rajoute, là, ce que tu nous dis, c'est le code source, c'est code source version, la version de la révision du source code control, et pas le numéro de la version de la LVlib au sens de la vue du terme. Non. Par contre, c'est une idée à discuter. Comme ça, moi, je dirais que c'est pas simple parce qu'en général, le numéro de la version typiquement de l'application, ça va être tenu dans les spécifications de build. Alors, les versions de lib et la version de classe, ça, je pense que ça doit être récupérable. Mais à ce moment-là, j'aurais plutôt tendance à mettre cette information-là au niveau de la description de la LVlib. Voilà. Mais si c'est une information qui semble pertinente, à certains, je répète, mettez une issue dans GitLab. Et c'est le premier pas pour voir ça dans Antidoc. Tant que c'est pas dans les issues de GitLab, il y a peu de chances que ça apparaisse dans Antidoc. Écoute, celui qui a posé la question te remercie. Il ne souhaite pas divulguer son nom. D'autres questions? Je crois qu'on est en train d'arriver sur la fin. Oui. Si certains ont des questions que je n'ai pas reprises, qu'ils n'hésitent pas là tout de suite.
Alors, j'ai avantage d'utiliser ASCII-Doc par rapport à LaTeX comme Alors, outil pour générer le PDF. alors, je ne connais pas, à part de nom, LaTeX ou LaTeX, je sais pas comment ça Alors, se. c'est LaTeX parce que LaTeX, c'est autre chose. On va avoir des problèmes. Ah, ouais, d'accord, ok. Je pense que tu vas rester à l'organisation de toutes les luges. Je suis un modérateur. Ouais, là, tu vas modérer, c'est top. On dit LaTeX. La tech. Alors, je connais pas le détail. Je suis pas sûr que. Alors, plutôt que de dire pourquoi je n'ai pas choisi la tech, je préfère vous dire pourquoi j'ai choisi ASCII-Doc. Après avoir regardé un peu tout ce qui était possible, notamment, alors je m'attendais plus à la question pourquoi ASCII-Doc plutôt que Markdown, par exemple. ASCII-Doc a le gros avantage d'être un format très bien documenté et qui n'a pas ce qu'on appelle de différentes flavors. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, le Markdown qui est très utilisé dans GitHub, dans GitLab, dans Jira, etc., pour mettre en forme les commentaires, les descriptions des issues, etc. Chaque outil a sa propre version de Markdown. Donc, en fait, il n'y a pas tellement de standard. ASCII-Doc, c'est vraiment très standard. C'est vraiment à écrire. Moi, j'ai écrit des documents de 40 pages en ASCII-Doc, des documents, des préparations de formation, des choses comme ça. Après, je génère un PDF à partir de là. Mais j'écris mes documents avec un Notepad++, avec la syntaxe ASCII-Doc qui est très simple à apprendre. Et surtout, il y a l'outil qui vous permet de générer le HTML et le PDF. Dans les autres langages, je ne sais pas ce qui existe. Je ne suis pas sûr qu'il existe quelque chose d'aussi puissant que ASCII-Doctor. Voilà. Voilà les raisons de ASCII-Doc. Et on peut utiliser la tech dans ASCII-Doc, si besoin. Merci Olivier. Alors, est-ce qu'il reste des questions pour l'instant? Plus. Jérémy est en train de dire merci. Merci Jérémy d'avoir dit merci. Je crois qu'Olivier, on est arrivé à la fin et on va pouvoir se dire au revoir. Eh ben, alors je profite de souhaiter une bonne fin d'année à tout le monde. Prenez soin de vous. Et j'espère qu'on se retrouve en début d'année prochaine et si possible bientôt un jour dans un vrai luge où on peut se rencontrer et boire une bière après à la fin. Alors attends, avant de partir, j'ai Sébastien qui me dit que j'ai oublié une question à lui. Sébastien, quelle est cette question? On repose là, ça va être plus rapide parce que je ne la trouve plus dans le flux. En tout cas, tout le monde dit merci. Rodolphe dit merci. Sébastien dit, alors le CLI Tool renvoie des statuts à la volée apparemment. Oui, oui, c'est vrai. C'est une réponse très simple. Je confirme, voilà, ça renvoie ça. Et en tout cas, il te dit que c'est très bien. Alors, je peux élaborer, vous me connaissez, j'ai toujours un peu de quoi remplir un peu mes réponses. C'est possible via l'utilisation du GCLI, qui est un toolkit qui permet de générer ça, un toolkit open source gratuit fait par James McNally, entre autres, et qui est vraiment super puissant. Donc voilà, si vous voulez faire de la ligne de commande avec des retours avant la fin de votre tâche, je vous encourage à utiliser le GCLI. Et effectivement, Mickaël avait posé des questions justement sur cet outil qui renvoie des statuts à la volée. Il demandait si c'était du .NET. Ah non, c'est du fou. Alors, je sais, il n'y a pas que du LabVIEW, mais je sais pas. Là, il faut aller sur le, je crois que c'est un projet GitHub pour GCLI, et vous avez tout. Ouais. Et peut-être qu'il sera intégré. Enfin, il y en aura peut-être un dans la prochaine version de LabVIEW. Peut-être. Alors, il y a déjà
un LabVIEW CLI qui aurait permis de faire la même chose, mais sans le retour d'information. Écoute, vous avez déjà un LabVIEW qui est disponible à partir de LabVIEW 2014, je crois. Écoute, on aura peut-être des surprises aussi avec la version 2021. Peut-être. Ils vont peut-être nous remettre des choses intéressantes. Eh bien, écoutez, merci à tous d'être venus. Merci pour vos questions, pour votre participation. Merci à Olivier, merci à Emmanuel, merci à Nicolas. Merci, voilà. Et puis, bonne soirée.